Venons après ce fantastique exposé un peu plus au travail que nous avons fait à travers POPSU. Lorsque le programme POPSU a commencé, l'État, en l'occurrence le PUCA, avait demandé que les recherches portent sur des villes susceptibles d'accéder au statut institutionnel de métropole tel qu'il se dessinait à l'époque, c'est-à-dire pas tel qu'il est aujourd'hui. C'est dire que nous sommes partis d'une liste de villes qui avait été établie à partir d'un nombre d'habitants et non d'une définition claire et transversale, économique, géographique, sociologique, urbanistique, écologique, des métropoles. Peu à peu, cependant, les différentes équipes, dans leur travail de recherche et dans leur dialogue avec les acteurs locaux, ont construit un ensemble de questionnements sur les métropoles. Nous avons soumis leurs travaux à des chercheurs étrangers ou travaillant à l'étranger, en Allemagne, au Canada, en Italie, au Japon, en Grande-Bretagne, en Suisse. Beaucoup d'entre eux sont là aujourd'hui. Ceux-ci les ont lus et commentés au regard de leurs propres expériences et de leur insertion dans la recherche internationale. À partir de cet ensemble se dégage une problématique de la métropole dans un monde incertain, dont je voudrais ici vous présenter une synthèse qui n'est qu'une synthèse personnelle. Pour ce faire, je partirai d'une question à laquelle j'essaierai de répondre. J'aurais pu en prendre une autre. Cette question, c'est « Les métropoles se ressemblent-elles » ? La métropole, on le sait, c'est un objet flou. Paradoxalement, on s'est beaucoup plus préoccupé, et peut-être on a eu raison d'ailleurs, on s'est beaucoup plus préoccupé de définir le processus, c'est-à-dire la métropolisation, plutôt que l'objet, la métropole. Si l'on s'en tient à ce que dit la littérature scientifique des dernières décennies, la métropolisation caractérise d'abord une organisation territoriale polarisée par les villes et la montée en puissance des grandes villes ou des très grandes villes. Mais, en général, les spécialistes l'associent aussi à la mondialisation dans ses diverses définitions, et il y en a plusieurs. Ils s'accordent sur l'importance de l'économie de la connaissance, on l'a vu, sur celle de l'innovation, des services aux entreprises et de la fonction financière, et sur celle du couple accessibilité-attractivité, donc de la présence de flux toujours renouvelés et toujours importants de marchandises, d'idées, de personnes. La métropolisation, c'est aussi la capacité d'entrer dans des réseaux d'échanges d'échelles diverses et de polariser fortement les territoires. Certains chercheurs évoquent également la diversification des modes de vie, le cosmopolitisme, la multiplicité des acteurs contribuant à l'action publique ou collective, la dualisation sociale ou encore, et de plus en plus, des caractéristiques environnementales un peu spécifiques aux métropoles, qui seraient notamment l'artificialisation des sols, les îlots de chaleur, la pollution, etc. On pourrait même, en allant plus loin, présenter la métropolisation comme l'expression d'une nouvelle modernité, typiquement urbaine. Cette modernité-là, totalement associée au numérique et aux nouveaux usages qu'il entraîne, s'opposerait à la modernité des Trente Glorieuses, celle de la consommation de masse et de la confiance aveugle dans le progrès. Elle s'y opposerait avec l'hypervalorisation de la culture qui entraîne souvent sa transformation en marchandise, l'hyper-individualisation des sociétés, l'ubérisation comme nouveau rapport au travail, le recours effréné aux services, la religion de l'innovation, mais aussi un certain goût du cosmopolitisme et de la tolérance, et un plus grand respect de la nature et de la planète en général. Ça, c'est le côté optimiste. En poussant plus loin le raisonnement, on montrerait que la métropolisation n'est pas seulement la conséquence de la mondialisation, mais qu'elle est également une des forces qui contribuent à son développement. Bref, les limites de ce qui constitue la métropolisation ne sont pas fortement fixées, mais on voit clairement que cela va bien au-delà du niveau de population et même de la puissance économique des villes. Pour celui qui gère les villes ou les territoires, qu'il soit élu ou technicien, la métropolisation est une ressource, un enjeu, un sujet d'inquiétude. Inquiétude de ne pas en bénéficier, de voir les entreprises dépérir et se délocaliser sans être remplacées.
inquiétude de se trouver enclavé faute d'infrastructures de transport ou de fibre optique, inquiétude de perdre son attractivité et même de perdre sa substance au profit des villes plus métropolisées. Enjeu qui tient en quelques mots attirer des activités productrices de valeur ajoutée et appartenant au nouveau secteur de développement de l'économie, attirer des diplômés et des porteurs de projets, devenir toujours plus accessible et toujours plus attractif, faire l'événement et faire le buzz, et bien sûr, satisfaire des habitants qui ont appris, car c'est là une des composantes de la métropolisation, à comparer les villes et à adopter, bien ou mal, peu importe, des attitudes de consommateurs à leur égard. Ressources enfin, car la métropolisation donne de la puissance, crée de la richesse et éventuellement des ressources fiscales, et peut favoriser une bonne image pour l'extérieur et pour les habitants. Mais qu'est-ce qu'une métropole ? C'est, dira-t-on simplement, le résultat de la transformation des villes par la métropolisation. Oui, mais encore. Beaucoup de villes, et pas seulement les plus grandes, sont touchées par la métropolisation. Et là-dessus, je vais insister. Et c'est bien ce qui met en danger celles qui ne le sont pas du tout. Mais les différences de degré dans la métropolisation deviennent des différences de nature quand on parle des villes. Certaines villes affectées par la métropolisation restent fondamentalement ce qu'elles étaient précédemment en termes d'économie, de société et d'organisation de l'espace. D'autres, au contraire, connaissent une transformation radicale, y compris en donnant un sens complètement nouveau à la ville ancienne, comme cela s'est produit à Londres, à Barcelone et dans bien d'autres endroits. Certaines villes subissent la métropolisation ou même en bénéficient, mais n'en ayant pas pour autant la maîtrise, quelque maîtrise que ce soit, des processus qui la produisent, alors que d'autres peuvent, sinon maîtriser ces processus, du moins peser sur eux, voire contribuer à les initier. Une ville qui reste largement ce qu'elle est et ne maîtrise en rien les processus de métropolisation, même si elle en bénéficie, n'est pas vraiment une métropole. Parmi les autres, il y a évidemment des degrés, et peut-être de nombreux degrés. Empiriquement, amusons-nous un peu, considérons une ville où se trouvent un ou plusieurs magasins Hermès, Louis Vuitton est moins sélectif, une université du top 100 de Shanghai ou de tout autre ranking, un milieu culturel underground, un port, des gares et un aéroport, je veux dire un port, des gares et un aéroport qu'on retrouve dans les classements mondiaux, une bourse et des établissements financiers, un palais des congrès qui peut recevoir les congrès mondiaux, notamment les congrès de médecins, c'est les plus importants, un musée d'art contemporain ou un opéra dessiné par Frank Gehry, enfin, ou par un autre quand même, des établissements de recherche-développement de multinationales, et aussi de nombreux tiers-lieux, des espaces de coworking, des lieux hybrides, des Fab Labs, etc., des services de pointe dans les hôpitaux, une grande quantité de start-up, des cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires internationales, droit de la propriété intellectuelle ou droit international de l'environnement, une ville dans laquelle un diplômé peut faire carrière en changeant plusieurs fois d'entreprise, d'administration ou d'université, et dans laquelle ce que Richard Florida appelle à tort ou à raison la classe créative, ou ce que la statistique française, avec beaucoup moins d'ambition et beaucoup plus de précision, appelle les cadres des fonctions métropolitaines, voilà, et nombreuses. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Donc, où toute cette catégorie se trouve nombreuse. Cette ville-là, que je viens de décrire avec ces critères un peu amusants parfois, est une métropole, quelle que soit sa population. Et si vous avez 10 millions d'habitants avec bien peu de tous ces éléments, vous n'êtes pas une métropole. Quelle que soit la population, vraiment ? Pour atteindre un tel niveau, ne faut-il pas une masse critique en matière de population ? On y reviendra. Quoi qu'il en soit, lorsque tout cela est rassemblé, quelque chose d'autre s'y ajoute. Si l'on se tourne vers Marshall
avec les références économiques, on dira qu'une atmosphère métropolitaine apparaît, et si l'on choisit Simmel et la sociologie, on parlera d'une civilisation des métropoles qui s'exprime. Je remets un peu d'ordre dans mes papiers. À ce stade de mon exposé, je suis sûr que vous appréciez l'art avec lequel je m'obstine à ne pas donner de chiffres précis. Et pourtant, il en existe. Et il en existe des bons qui, se combinant, peuvent permettre de définir des catégories de villes ou de métropoles. Cela a été fait, et souvent très bien. Mais je veux insister sur la dimension qualitative des seuils et sur l'importance qu'il y a à élaborer des types et non des catégories de métropoles, qui ne soient pas simplement le résultat de l'interaction entre les classements, mais celui d'un raisonnement d'ensemble sur chaque ville. Et ça me paraît effectivement très, très important. Pardon, voilà. Il se peut qu'à partir de quelques indicateurs statistiques, Hambourg et Milan se trouvent dans la même catégorie. Pourtant, on ne m'ôtera pas de la tête qu'il existe bien un type métropolitain milanais et qu'il est différent du type hambourgeois. Car tout particulièrement en Europe, mais aussi partout où la métropolisation ne se limite pas aux villes nouvelles, elle s'applique à des villes qui ont une histoire, une géographie, une identité. Pour les caractériser, on doit notamment prendre en compte leur mode d'inscription dans la mondialisation. Quelle est, par exemple, la stratégie de Marseille vis-à-vis des routes maritimes mondiales? Une manière de s'inscrire dans la mondialisation. On doit considérer leur rapport avec d'autres villes et avec les territoires avoisinants. Les caractéristiques historiques de la société locale, par exemple la forte intégration des milieux économiques à Lyon et à Lille. Les traditions et les caractéristiques actuelles du gouvernement local. Les images de référence qui peuvent mobiliser les habitants, il n'y a pas que les Jeux Olympiques, et celles, les mêmes ou d'autres, qui sont données à voir à l'extérieur. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter de mesurer un ensemble de ressources à un moment donné, ni même des performances, même si ces deux éléments sont extrêmement importants. Il faut y ajouter les logiques économiques, sociales, spatiales et politiques qui sont à l'œuvre, les processus. Par exemple, quelles sont les logiques qui caractérisent Milan et Lyon dans leur développement, leur système de régulation, l'élaboration de leur politique, leur rapport aux éléments clés de la métropolisation, leur manière de réinterpréter et utiliser leur passé, notamment industriel, ou encore leur fonctionnement politique. En particulier, comment ces villes gèrent-elles les ruptures que suppose le développement métropolitain dans les versions les plus récentes, celles de la finance, celles du numérique, de la nouvelle industrie, de l'individualisation radicale. Autrement dit, quelle réalité concrète quotidienne y a-t-il derrière ce qu'on voit dans la communication, l'événement ou la performance? Et finalement, en quoi les logiques lyonnaises et milanaises, par exemple, se différencient-elles ou convergent-elles? Si on raisonne à l'échelle mondiale, les métropoles semblent se répartir entre un nombre de types assez limités, c'est ce qu'illustrait Saskia à l'instant, parmi lesquels notamment les villes-mondes, les métropoles portuaires, etc. Cependant, au passage, des travaux menés aux États-Unis, par exemple ceux de Jon Dirvechter à Tacoma, montrent que la diversité des métropoles américaines ne doit quand même pas être sous-estimée. Quoi qu'il en soit, la force des métropoles européennes se trouve certainement dans leur spécificité. Elles sont petites mais spécifiques. En ce sens, il faut se méfier des campagnes de communication et des événements qui donnent des images très fausses de ces spécificités et ont tendance à tout couler dans le même moule. C'est d'ailleurs leur rôle et leur utilité, notamment pour rendre la ville attractive aux yeux d'opérateurs lointains mais importants qui utilisent des codes très simples. Rappelons-nous le temps pas si lointain où la Datar vendait Nantes aux investisseurs internationaux comme une ville près de Paris. On n'en est plus là, mais il ne faut pas sous-estimer ce besoin de simplification. En même temps, et il ne faut pas l'oublier, la spécificité est une ressource qu'il faut exploiter, car elle constitue une base positive pour la coopétition, autrement dit la coopération dans la compétition ou l'inverse.
La spécificité permet de trouver toutes sortes de complémentarités. Elle peut faciliter et même accélérer les capacités de coopération. Encore faut-il connaître ces partenaires tels qu'ils sont et non à travers les filtres de la communication. D'où l'importance de recherches comparatives menées notamment dans la perspective d'une amélioration des capacités de coopération ou au moins de coordination entre les métropoles européennes. La question de la collaboration nous ramène à celle de la masse critique. La quantité ne fait pas tout, et certaines mégalopoles, même capitales d'État, sont bien peu des métropoles. Beaucoup de villes métropolisées ne parviennent pas à franchir le seuil qui ferait d'elles des métropoles, alors que des déjà métropoles voudraient renforcer leur position. Dans les deux cas, les critères sont simples. Bénéficier de plus d'autonomie, donc de capacité à agir sur les facteurs de la métropolisation, augmenter sa puissance dans les systèmes compétitifs, disposer de toujours plus d'éléments caractérisant la métropolisation, ceux que j'ai cités dans mon inventaire à l'après-Vert ou d'autres. Or, on sait bien que, par exemple, les entreprises de services aux entreprises, même si elles opèrent sur un grand territoire, ont besoin de suffisamment de clients à proximité pour s'installer, qu'un grand opéra ou un grand stade ont besoin d'un public et que les lieux et équipements nécessaires pour que se développe le mode de vie métropolitain des diplômés et créatifs n'existeront que s'il y a suffisamment de gens pour les utiliser. Est-ce à dire que si tu n'as pas 1 million d'habitants, tu n'es pas une métropole? Ça, c'est une autre histoire. Certes, le franchissement des seuils relève d'abord du développement endogène de la ville concernée et des politiques et projets qu'elle met en œuvre. Mais il peut se faire aussi à travers le raffermissement d'une aire métropolitaine ou le développement de réseaux métropolitains, qu'ils soient de proximité ou à l'échelle d'un très grand territoire. Le cas des villes frontières, notamment notamment l'agglomération franco-valdo-genevoise ou Mulhouse-Bâle, mais on pourrait citer Strasbourg aussi, illustre le renforcement d'aires métropolitaines. Selon mes collègues allemands, Francfort nous donne l'exemple d'une métropole réseau qui tire une grande partie de sa force de cette caractéristique de métropole réseau. Et en Grande-Bretagne, les 9 Combined Authorities sortent de réseaux métropolitains, ne sont pas toutes centrées sur des grandes villes. Elles sont aussi parfois l'alliance de villes moyennes qui essaient de se donner le volume métropolitain. Remarquons que dans les deux cas, tout repose sur le volontariat et reste relativement peu encadré par une législation nationale. Mais des réseaux à grande distance peuvent prouver leur réalité et leur efficacité. Sur ce point, je ne m'en tiendrai à un exemple français, celui de la métropole France, une idée soutenue de manière extrêmement convaincante par Pierre Vels, pour qui il existe un réseau métropolitain très fort, organisé entre Paris et les grandes villes du réseau desservi par le TGV. L'enjeu des aires métropolitaines ou des réseaux métropolitains est aujourd'hui critique un peu partout en France, en particulier en Bretagne, dans l'ex-région Rhône-Alpes, sur la côte méditerranéenne, dans le bassin parisien, et on pourrait allonger la liste. Souhaitons que, le moment venu, la loi française donne plus de capacité aux pôles métropolitains, qui sont un élément très important. Bref, tout cela pour dire que les métropoles européennes sont diverses et que c'est cela qui fait leur force dans la compétition mondiale. Et pourtant, les métropoles se ressemblent. Je le concède, le dire de cette manière, c'est sacrifier à l'effet rhétorique. Pourtant, il est vrai que les métropoles, même quand elles ne se ressemblent guère, se trouvent confrontées à un ensemble de tendances, d'évolutions et de problèmes qui leur sont parfaitement communs. Parce qu'elles sont devenues très puissantes, parce qu'elles jouent un rôle économique majeur, parce qu'elles sont porteuses de l'avenir, les métropoles se trouvent en première ligne sur plusieurs fronts qui commandent le destin de la planète et de l'humanité. D'abord, l'ensemble formé par le changement climatique, la question de l'énergie, celle de l'environnement. Toutes sont confrontées au changement climatique et à ses conséquences,
ainsi qu'à la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre, sans forcément qu'elles mobilisent les ressources qu'utilise Singapour pour faire face aux risques nouveaux que cela entraîne. Elles ont des capacités d'action dans ces domaines pour se protéger et, ce faisant, développer des savoirs ou des procédés qui pourront être utilisés dans d'autres contextes et pour d'autres objectifs. L'égoïsme peut être parfois un peu vertueux. Capacité également pour inventer des nouvelles formes urbaines plus adaptées à la lutte contre le réchauffement et à la bonne gestion de l'énergie. Le verdissement des immeubles ou l'agriculture urbaine peuvent parfois prendre des allures d'anecdotes ou de gadgets, mais il s'agit certainement de la première étape, et déjà les étapes suivantes se mettent en place, d'un processus nouveau et important. Parce que c'est dans les métropoles que l'on produit le plus d'espaces bâtis, il est possible d'y expérimenter et d'y développer des immeubles ou des quartiers entiers, utilisant des matériaux plus écologiques et des dispositifs nouveaux de production-consommation d'énergie, les smart grids. Même si la production d'énergie, notamment renouvelable, n'est pas forcément liée aux métropoles, celles-ci, en raison de l'importance de leur consommation et de leur capacité à innover et à gérer la complexité, que ce soit dans des dispositifs publics, privés, mixtes, sont appelées à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Du coup, dans ce domaine d'intérêt planétaire, la coopération doit l'emporter sur la compétition. L'échange des bonnes pratiques connaît de grands développements, mais il ne peut suffire, car il ne s'agit pas seulement de reproduire, mais de tirer des enseignements d'ordre plus général qui puissent faciliter l'invention de dispositifs plus performants ou plus adaptés aux divers contextes. Il faut donc comparer les manières de faire, les expérimentations, les modes de gouvernance, dans une démarche qui s'appuie solidement sur la recherche, en lien avec les acteurs des gouvernements urbains, les opérateurs privés et les experts de la vie quotidienne. Dans un deuxième domaine, les métropoles se trouvent aussi en première ligne, celui de l'accueil. Certes, pour faire des affaires, il faut être accueillant vis-à-vis des entreprises, de leurs cadres, visiteurs ou appelés à s'installer. Pour avoir de grandes universités, il faut l'être vis-à-vis des étudiants et des chercheurs. Mais évidemment, vous comprenez que cela va bien plus loin. Beaucoup de métropoles, même en Europe, où le fait est pourtant bien moins patent, ont connu un développement démographique récent considérable et mécaniquement vont continuer à croître avec les enfants de leurs nouveaux habitants et l'allongement de la durée de la vie. Mais surtout, à l'échelle du monde, la population actuellement de 7,2 milliards sera très probablement de 8,1 milliards en 2025 et de 9,6 en 2050, dont 2,1 milliards ou 2,4 milliards en Afrique. De bons esprits, bien mal inspirés, pensent que tout ce flux pourrait aller vers les campagnes. Ce serait déjà un miracle qu'un quart de ce flux puisse s'y retrouver, et même peut-être simplement que cesse le dépeuplement des campagnes à l'échelle du monde. Donc, pardonnez-moi de le dire comme ça, il faudra bien caser les autres. Ils iront dans les métropoles, et dans les autres villes aussi, et dans le périurbain. Mais la pression la plus forte portera sur les métropoles et leur voisinage. Ajoutons à cela, au mouvement démographique seul, l'accélération donnée par les migrations climatiques, politiques ou économiques. Certes, l'Europe se trouve en pleine stagnation démographique. Elle ne risque guère de connaître de grandes migrations intérieures. Mais à regarder ce qui se passe tous les jours en Méditerranée, peut-on croire que les choses seront simples et qu'il suffit de s'entourer de barbelés ou de murs? Les métropoles seront les premières cibles visées par les migrants. Là encore, il s'agit d'aller au-delà de l'échange de bonnes pratiques pour tirer des leçons un peu générales des diverses démarches en cours, notamment de la part des villes allemandes. Une autre version, bien moins dramatique, de la question des migrations, ou si l'on veut des flux humains, mais pour autant pas anecdotique, est celle du tourisme de masse. Les lieux les plus visités du monde, à l'exception de Las Vegas et des chutes de Niagara, se trouvent dans les métropoles ou à proximité des métropoles. Et toutes les métropoles, même celles qui n'avaient pas grand-chose à montrer,
ont cherché à développer les tourismes en accueillant des grands événements ou en créant des équipements spectaculaires. Évidemment, tout le monde cherche le touriste qui paye et qui ne pose pas de problème. Mais éviter le tourisme de masse n'a rien de facile actuellement. En outre, il existe une sorte de tourisme élitaire massif dont, je vais donner un exemple, les clients des Airbnb du Marais à Paris. Sont-ils typiques du tourisme de masse? Certainement pas. Pour autant, même si l'on n'en est pas encore au stade de Barcelone, tout le monde, sauf les propriétaires j'imagine, s'accorde pour les trouver trop nombreux et pour trouver que ça pose un problème. Tout cela illustre un véritable paradoxe des flux. On les cherche, on les crée, et en même temps, on en supporte difficilement les conséquences, qui s'avèrent d'ailleurs souvent redoutables. Toutes les métropoles se trouvent soumises à ce problème. L'hyperflux et ces problèmes ne concernent pas que le tourisme, mais tous les domaines de l'activité métropolitaine. Le dynamisme entraîne l'hyperflux, et ce dernier risque d'entraîner la thrombose, dans les déplacements bien sûr, mais aussi dans la gestion des données ou même dans le développement des innovations. Si la métropole se caractérise par la destruction créatrice, elle implique aussi un équilibre instable de sa fluidité dans tous les domaines. Le risque serait de laisser la thrombose advenir, mais il serait aussi de geler la dynamique des flux à force de contraintes. On voit que sur ce point, c'est la finesse et l'efficacité des dispositifs de régulation qui se trouvent en cause et qui peut faire l'objet de production de connaissances dans l'interaction entre acteurs et chercheurs. D'un point de vue plus directement urbanistique, la question de l'hyperflux et du risque de thrombose débouche sur celle du polycentrisme. Toutes les métropoles se posent cette question et cherchent des solutions. Celle de Moscou ne ressemble pas à celle de la métropole milanaise, qui elle-même diffère de celle que l'on pourrait imaginer à partir de l'actuelle morphologie de l'agglomération marseillaise. Vouloir imaginer des modèles abstraits de polycentrisme serait, un peu à la manière de la théorie des places centrales il y a longtemps, me paraît vain. Mais structurer à la fois une cumulation de connaissances sur ce sujet, en mobilisant aussi bien les modélisations mathématiques que les approches les plus empiriques, les plus opérationnelles, les plus proches de la vie quotidienne, me paraît en revanche extrêmement important pour l'avenir des métropoles. Un troisième front est celui de la dite ville intelligente. Les technologies numériques ont bouleversé nos sociétés et notre économie, et en premier lieu les métropoles. Ces technologies changent la donne en amont en permettant la production d'énormément de données qui pourront être transformées en informations pour le commerce, la production de connaissances nouvelles, par exemple médicales, la gestion, notamment celle des villes, ou encore le contrôle des individus par les pouvoirs politiques ou par les GAFA. Elles permettent la mise en place de nouvelles régulations, justement dans la gestion des flux, et la création d'une foule de nouveaux services, du plus incongru au plus indispensable. Elles posent également de nouveaux problèmes. En amont, celui des choix en matière d'installation de capteurs et d'utilisation des données provenant des objets connectés, ce qui appartient à la fois au domaine de la technique, des choix politiques et de la morale. En aval, celui de la protection de la vie privée et du marché des données, avec alors une forte dimension éthique. Entre les deux, un ensemble de questions dans celle-ci. Comment garder la maîtrise publique des données publiques? Comment transformer les données en informations gérables et utilisables? Comment assurer la cohérence entre des dispositifs d'autorégulation de grands systèmes, par exemple celui des transports en commun d'une agglomération, et la micro-régulation individuelle opérée grâce aux applications diverses et les effets agrégés de leur utilisation. Un seul exemple. Il se peut que le système officiel de guidage des automobilistes soit organisé pour éviter que le flux automobile emprunte une rue dans laquelle se trouve une école. Mais une petite application collaborative que je ne nommerai pas mais que tout le monde connaît vous dira que cette rue est vide et qu'il faut passer par là. Fini la protection de l'école. Or, ceci n'est pas une exception, ça risque de devenir la norme. Je l'ai dit, le numérique multiplie l'offre des services, en particulier à la personne.
les nouveaux métropolitains, dont on reparlera dans un petit instant, oscillent entre la recherche de l'hyper-expérience et celle de l'hyper-service. L'idéal étant évidemment de réunir les deux. Les gens de marketing imaginent des moyens pour jouer sur les deux stratégies, les deux registres. L'hyper-service va probablement connaître des développements considérables, tant il est facile d'imaginer des dispositifs à base de numérique qui constituent un nouveau service de l'ordre du gadget ou vraiment utile. En même temps, et très lié à cela, s'affirme l'ubérisation de la société. Les pessimistes y verront, non sans argument, le signe d'une précarisation généralisée de la société. Les optimistes, on a le droit d'être optimiste, les optimistes rappelleront qu'à ses débuts, le salariat n'apparaissait pas comme un bien et parieront sur le développement d'une version socialement vertueuse de l'ubérisation. Avec le numérique va l'innovation. J'ai parlé d'une obsession de l'innovation. De fait, qu'elle soit technologique, économique ou sociale, elle devient un critère majeur, par exemple dans l'évaluation des projets urbanistiques ou architecturaux, publics et souvent privés. Actuellement, en France, le débat sur la définition de l'innovation comme destruction créatrice, en référence à Schumpeter, est assez vif. Il montre notamment que si l'innovation nous est imposée pour réussir dans un monde extrêmement concurrentiel et en pleine révolution économique et technologique, le monde des métropoles, sa dimension destructive doit être prise au pied de la lettre, en particulier pour les dégâts sociaux qu'elle produit. À vrai dire, qu'on la stimule ou pas, l'innovation s'affirme, transforme sans cesse les marchés et redéfinit parfois les termes de l'action publique. Si l'on distingue avec Christensen les innovations disruptives qui introduisent des ruptures fortes et incrémentales qui se situent dans la continuité de ce qui précède, de ce qui les a précédées, on comprend que les premières posent des problèmes particuliers à l'action publique, surtout quand celle-ci vise le long terme. En général, les innovations disruptives sont d'ordre technologique et elles risquent de rendre plus ou moins obsolètes des dispositifs prévus pour durer. Il pourrait même en être un jour ainsi en ce qui concerne les grandes infrastructures de transport en commun, ou au moins une partie d'entre elles, avec de nouveaux développements technologiques sur les voitures autopilotées. Je vous renvoie pour ça à l'étude de l'OCDE sur la mobilité partagée, qui développe une simulation sur le cas de Lisbonne, qui conduit à se poser ce genre de questions pour l'avenir. Et les métropoles sont donc prises entre trois contraintes, celle d'agir dans l'immédiat, celle d'essayer d'anticiper le long terme et celle d'intégrer au plus vite les innovations technologiques disruptives. Là encore, toutes sont concernées. Toutes connaissent également, et je terminerai par là, toutes connaissent également les développements de la civilisation des métropoles et les conséquences des nouveaux modes de vie qu'elle entraîne. Plutôt que de plaisanter sur les bobos, la plaisanterie est drôle, mais pas suffisante, prenons au sérieux une mutation sociologique qui commence par l'émergence massive des étudiants et des diplômés d'université dans la population des métropoles. Je citerai juste quelques chiffres sur la concentration des étudiants dans les métropoles en France. En France, la proportion des diplômés à Bac+5 et au-delà dans la population non scolarisée de 15 ans et plus, donc sans compter les étudiants actuels, est de 42,6% à Paris, 29,3% à Lyon, 28,3% à Toulouse, 27,7% à Grenoble. Les agglomérations correspondantes, là je parlais des communes, les agglomérations correspondantes sont 2-3 points en dessous. Et les résultats, en revanche, sont de 14,4% à Rodez, qui est une ville qui ne va pas si mal, et de 10,6% à Chalon-sur-Saône. On voit là une importance très grande. On ferait le même type de raisonnement sur la concentration des cadres des fonctions métropolitaines, sur le nombre d'artistes ou de professionnels de la culture, ou sur le nombre de start-upers. Or, toutes les enquêtes montrent que ces nouveaux métropolitains développent des modes de vie originaux et qu'ils ont des attentes spécifiques. Souvent très ouverts sur le monde, une jeune femme m'a dit « Pourquoi se marier ? L'argent qu'on utilise pour se marier, on peut l'utiliser pour aller à l'autre bout du monde. » Ils partagent au moins partiellement une culture internationale, par exemple en matière musicale. Ils consomment beaucoup de services, notamment numériques, et ont de fortes attentes en matière de culture et de loisirs.
Ils cultivent leur individualité de multiples façons et sont de plus en plus sensibles à la thématique du développement durable, mais avec des entrées diverses qui vont du réchauffement au mouvement vegan. Ils changent peu à peu leur rapport au travail. Ce sont ceux-là qui donnent le ton dans les métropoles, ce qui signifie que ces dernières doivent répondre à leurs attentes, mais tout en évitant la rupture avec la société existante ou sa marginalisation. Car les métropoles ne sont en rien le lieu de l'harmonie sociale ni celui d'un éternel jeu gagnant-gagnant. Pour commencer, cette nouvelle population métropolitaine a ses gagnants et ses perdants. Par exemple, les hyperdiplômés précaires qui ne sont pas du tout sûrs de devenir des gagnants demain. Mais il y a aussi les orphelins des 30 Glorieuses qui perdent leurs repères et craignent pour leurs enfants, les immigrés marginalisés, les victimes de la fracture numérique ou énergétique, et tous ceux qui vivent au quotidien, sans que ça se voie, les contraintes et les rythmes de la métropole avec difficulté. Les travaux de terrain montrent qu'en tout cas en France, ces fractures métropolitaines ont tendance à s'aggraver. Là aussi, la confrontation internationale des expériences et des analyses s'impose. C'est dire qu'il faut sortir d'urgence d'un faux débat que d'autres que moi, présents dans la salle, ont fortement dénoncé, celui qui oppose les métropoles qui auraient tout et les petites villes et les campagnes condamnées à la déréliction. En sortir pour deux raisons. D'abord parce que c'est créer un point aveugle sur les petites villes ou les campagnes qui réussissent, alors qu'elles peuvent nous apprendre beaucoup et ont aussi parfois besoin d'encouragement. Ensuite, parce que c'est s'interdire de regarder en face les contradictions, les violences, les risques internes du fait métropolitain. Quelqu'un me dit, bon, alors à quoi servent les métropoles ? Telle n'est pas la question. Les métropoles existent, elles sont le lieu où se fabrique le monde de demain pour le meilleur et pour le pire, et de ce fait, leur destin concerne absolument tout le monde, ce qui vaut dire aussi qu'elles sont responsables, politiquement responsables, devant tout le monde. Merci.